Au début du XVIe siècle, le roi de France n'est qu'un souverain européen parmi d'autres. Affaibli par la guerre de Cent Ans, pendant laquelle il a dû affronter le roi d'Angleterre, contesté même à l'intérieur de son royaume par de puissants seigneurs locaux qui ne lui prêtent pas toujours hommage comme il le devrait dans le cadre de la féodalité, le roi de France naît à la mort de Louis XII en 1515, pas capable véritablement de gérer le royaume de France dans son intégralité. Cette situation change à partir de l'avènement de François Ier, le 1er janvier 1515. Jeune roi, François Ier décide progressivement d'étoffer l'administration du royaume, va progressivement concentrer les pouvoirs autour de la cour, va petit à petit mater les velléités des seigneurs locaux, et ses successeurs vont progressivement poursuivre sa tâche. À peine 2 siècles plus tard, alors que meurt un autre grand souverain, Louis XIV, le roi de France est devenu le plus puissant seigneur d'Europe, et son royaume, la France, est devenu une puissance crainte à l'étranger. C'est le pays le plus peuplé d'Europe au début du XVIIIe siècle, et c'est clairement la grande puissance rayonnante en Europe. Alors, comment s'est progressivement construit cet État en France? C'est ce que nous allons voir dans ce cours sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France entre 1515 et 1715. Alors pour bien comprendre cette idée-là, il faut comprendre d'abord ce qu'est un État. Un État, c'est l'ensemble des éléments qui permettent à une autorité de s'exercer sur un peuple à l'intérieur de frontières définies qui le séparent d'autres États. Cette autorité, elle s'exerce bien sûr par le biais de ceux qui gouvernent. Au temps du royaume de France, c'était effectivement le roi, mais aussi un certain nombre d'administrateurs qui l'entourent. On peut parler même de ministres qui prennent des décisions à l'échelle du royaume. Cependant, ce gouvernement est associé à une administration qui est de plus en plus développée, de plus en plus pléthorique, au fur et à mesure que se construit cet État moderne au XVIe et XVIIe siècle. L'administration, ce sont tous les gens qui font appliquer, on dirait fonctionnaires aujourd'hui, les décisions du gouvernement. Alors, à l'époque moderne, au XVIe et au XVIIe siècle, on ne parle pas véritablement de fonctionnaires, mais d'officiers, puisque les charges d'administration sont payantes et on les appelle des offices. Alors cependant, ce développement de l'administration et du gouvernement a pavé la voie à ce qui est aujourd'hui notre État moderne, ou plutôt contemporain, l'État d'aujourd'hui. Donc on peut se demander comment un gouvernement et une administration royaux se sont d'abord développés entre 1515 et 1715 et comment ils sont aujourd'hui les composantes fondamentales des États qui composent la planète. Alors, nous verrons ça en 2 grands points, et le premier, c'est de voir comment d'abord le roi a su s'imposer face à tout un tas d'autres personnes qui ne voulaient pas voir son pouvoir croître. C'est le grand 1 du cours, le renforcement de la puissance royale. Alors, comme nous l'avions vu précédemment, le royaume de France, à l'époque médiévale, était extrêmement fragmenté à cause du système féodal. De nombreux fiefs existaient dans le royaume de France, et finalement le domaine directement administré par le roi, le domaine royal, n'était pas extrêmement développé. Il y avait des duchés, des comtés, etc. un peu partout, et la France ressemblait à un véritable puzzle d'un point de vue politique. Bien sûr, les seigneurs qui dirigeaient ces différents duchés, comtés, etc., même s'ils devaient officiellement prêter hommage au roi et lui obéir, bien souvent contester son pouvoir, cela avait amené à la guerre de Cent Ans. Alors, le roi va, à partir de l'époque moderne, essayer de renforcer son pouvoir, à commencer par François Ier, et donc en devenant d'abord ce qu'on appelle un véritable roi de guerre. C'est le premier point. Alors, le roi, à partir de 1515, devient un chef de guerre respecté, et respecté notamment par ses vassaux. C'est assez visible d'abord dès les années 1515 à 1525, lors de ce qu'on appelle les guerres d'Italie. En effet, François Ier, reprenant en cela la politique étrangère, c'est-à-dire la politique avec les autres grands souverains, par exemple l'empereur germanique qui contrôle tout ce qu'on appelle le Saint-Empire à l'époque, ou bien le pape, qui est un autre souverain qui dirige les États du pape en Italie autour de Rome. Eh bien, François Ier, reprenant donc la politique de son prédécesseur Louis XII, mène les guerres d'Italie. Il envoie son armée en Italie, il la commande lui-même pour pouvoir affronter l'empereur l'empereur germanique, qui essaye, de prendre de plus en plus d'influence dans le nord de l'Italie, notamment autour de Milan.
Il connaît de grandes victoires, mais aussi de grandes défaites. Parmi les grandes victoires, en tout cas, qui créent sa légende, c'est la bataille de Marignan, très connue, puisqu'elle impose la neutralité de la Suisse face aux Français, début d'une longue histoire pour les Suisses. Alors, cette image de chef de guerre, elle se forge progressivement, même si je l'ai dit, François Ier connaît de lourdes défaites, il finit même par être capturé à un moment par l'empereur, qui le relâche en échange d'une rançon terrible, mais ses successeurs vont eux aussi progressivement conserver cette image de roi guerrier. C'est à la fin de la période qu'on a un aboutissement, puisque s'il y a bien une image de roi guerrier parmi d'autres, c'est bien sûr Louis XIV. Louis XIV, qui règne à partir de 1643 et jusqu'en 1715, c'est l'un des plus longs règnes de l'histoire de France, même si on estime qu'il commence véritablement à exercer un pouvoir personnel seulement à partir de 1661, mène pratiquement des guerres ininterrompues pendant tout son règne, du moins à partir des années 1660. Ces épisodes de guerre ininterrompue sont à peine coupés par quelques rares années de paix. Mais en tout cas, il forge l'image d'une immense puissance française qui s'impose au reste de l'Europe. Dans ce cadre-là, les seigneurs locaux ont tendance à lui obéir, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième point, le roi, maître du royaume. Alors, en effet, quand François Ier prend le pouvoir en 1515, eh bien, il y a deux problèmes majeurs hérités du Moyen-Âge. Le premier problème, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le domaine royal, c'est-à-dire le domaine directement contrôlé par le roi de France, ne correspond pas aux limites du royaume de France. François Ier et ses successeurs vont faire en sorte que le domaine royal corresponde progressivement aux frontières du royaume, c'est-à-dire que le roi, par une politique de mariage ou par une politique de conquête, fasse plier les seigneurs locaux et agrège leur domaine à celui du roi, de sorte qu'il n'y ait plus de différence entre les deux. L'exemple typique, c'est là aussi une suite de la politique menée par son prédécesseur Louis XII, c'est quand François Ier réussit à agréger le duché de Bretagne par une politique matrimoniale complexe, puisque déjà Louis XII s'était marié avec la dernière princesse de Bretagne. Bref, il y a eu en tout cas, une idée qu'il fallait réunir des provinces éloignées. En 1532, la Bretagne devient définitivement française. Les successeurs de François Ier vont à leur tour utiliser les mêmes méthodes pour que finalement, à la fin du règne de Louis XIV, il n'y ait plus aucune dissension et que le domaine royal corresponde parfaitement au royaume de France. Ainsi, les problèmes de fragmentation médiévale disparaissent totalement. Le second problème, qui est lié au premier, c'est que le roi doit faire obéir la noblesse. Certains chefs locaux, certains seigneurs ne veulent pas obéir au roi. Ça avait même mené à la guerre de 100 ans au Moyen-Âge. Alors, il y a des révoltes locales, il y a des révoltes de seigneurs qui sont matées par le pouvoir royal, et ce qui fait que finalement la noblesse, petit à petit, se plie aux ordres du roi. La dernière grande révolte nobiliaire, avant bien sûr la Révolution française en 1789, c'est la Fronde, entre 1648 et 1653. Alors les seigneurs profitent de la minorité de Louis XIV. Louis XIV en effet arrive au pouvoir en 1643, il n'a que 5 ans, et donc il a une dizaine d'années, à peine, même pas, il a 8 ans quand la Fronde commence. À ce moment-là, bien sûr, Louis XIV ne dirige pas directement. C'est son principal ministre, le cardinal Mazarin, qui est aux commandes et qui veut augmenter des impôts de façon à continuer la guerre que Louis XIII avait lancée contre l'Espagne. Ces impôts sont extrêmement mal perçus et donc cela explique cette révolte nobiliaire. Alors qui est matée d'abord par les troupes royales, qui écrasent en partie les troupes seigneuriales, notamment menées par Condé, mais on a aussi une volonté du roi d'apaiser les choses, et notamment par des voyages tout autour du royaume. On montre le jeune roi, il entre dans les villes, et ainsi la présence royale est marquée un peu partout. Donc l'idée, c'est vraiment de s'imposer par rapport à tous ces gens qui voudraient se rebeller contre l'autorité royale. Il est à noter qu'il y avait aussi des révoltes populaires, elles sont assez nombreuses pendant toute la période. On les appelle souvent les jacqueries de Croquant, puisque l'une des premières aurait éclaté dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Creuse, le petit bourg de Crau, pour la petite histoire, et donc d'où le nom de Croquant. Mais ces jacqueries paysannes, elles, qui sont souvent liées au fait qu'on se plaint des impôts ou du fait qu'on n'ait pas assez à manger, eh bien elles sont souvent écrasées dans le sang, et là il y a peu de négociations.
Dans tous les cas, le roi s'impose au royaume. Alors, le roi est aussi un législateur religieux. En effet, le roi de France, très catholique, se veut une référence en matière religieuse. Au XVIe siècle, des querelles religieuses éclatent. Ce sont les guerres de religion qui commencent en 1562. À cette époque, c'est le règne de Charles IX qui avait pris la succession de son père Henri II en 1560. Alors, les troupes de Charles IX s'opposent à la RPR, religion prétendument réformée, c'est-à-dire le protestantisme qui était né, on l'a vu dans le cours précédent, avec les réformes de Luther en 1517. Ces troupes royales qui s'opposent aux protestants n'hésitent pas à commettre des massacres terribles, tels que ce qu'on appelle la nuit de la Saint-Barthélemy. Alors la date est connue, 24 août 1572 à Paris. En vérité, des Saint-Barthélemy ont lieu dans plusieurs villes. Les troupes royales ou les proches du roi massacrent des protestants. À l'échelle du royaume, peut-être 30 000. Alors, cependant, la situation devient vraiment ingérable quand des seigneurs décident de former la Ligue catholique, notamment des seigneurs de l'Est de la France, qui s'opposent aux protestants, et la situation devient véritablement ingérable. Il faut l'avènement du roi Henri IV en 1589 pour mettre fin à ces guerres de religion. Henri IV, ou Henri de Navarre, succède à Henri III. Henri III a été assassiné en 1589 et sans enfant, et Henri IV est d'une branche des cousins en fait d'Henri III, d'une branche différente, les rois de Navarre, et il est protestant. Alors cependant, il se convertit rapidement en 1593 au catholicisme, de sorte à calmer les esprits, et en tant qu'ancien protestant devenu catholique, il crée une union nationale, finissant par aboutir en 1598 à un traité célèbre, l'édit de Nantes, qui impose une liberté de religion en France. Celle-ci va être cependant de très courte durée. En 1610, Henri IV, connu pour son règne pacifique et rassembleur, est lui-même assassiné par un dénommé Ravaillac. Et dès la suite, dès après 1610, les protestants vont être de plus en plus mal perçus sous les règnes de Louis XIII et surtout Louis XIV. En effet, sous Louis XIV, ce dernier essaye de créer un système total en France. Il a, on l'a vu, rassemblé le domaine royal, il essaye de s'imposer à la noblesse, et en fait, il veut être un monarque absolu. Dans ce cadre-là, le roi Soleil ne supporte pas qu'il y ait des divergences religieuses. Il veut donc imposer une seule et unique religion. Il va donc décider d'envoyer ce qu'on appelle des dragons, c'est-à-dire des soldats qui vont avoir pour tâche d'habiter chez les protestants et qui les harcèlent, tout simplement, qui habitent chez eux, qui mangent leur victuailles, qui parfois violent leurs femmes. Et le but, c'est d'imposer par ces brimades aux protestants de devenir catholiques, de se convertir, car bien sûr les catholiques, eux, ne subissent pas les mêmes choses. Alors cela aboutit à des persécutions assez importantes, les dragonnades. Et puis à terme, beaucoup de protestants décident de se convertir, environ 400 000 on estime. Finalement, Louis XIV décide de promulguer un nouvel édit, l'édit de Fontainebleau, en 1685. On l'appelle aussi la révocation de l'édit de Nantes, car il impose le catholicisme à tous les Français. On a bien l'idée d'imposer une religion venue du roi, et ça, c'est quelque chose qui montre la volonté unitaire du gouvernement royal. Alors, ce renforcement du pouvoir royal va permettre de développer un gouvernement et une administration cohérente. C'est la deuxième partie du cours. Alors d'abord, la France est bien gouvernée par le roi à l'époque moderne. Il n'est pas seul, il est avec des conseillers, des ministres, et donc il a autour de lui une organisation gouvernementale cohérente, avec plusieurs grands conseils. Notamment, il peut, en cas de problème, réunir ce qu'on appelle les États généraux, c'est-à-dire des représentants de la noblesse et du tiers-État, le peuple, pour leur demander leur avis, même si dans les faits, à partir du règne de Louis XIII, les États généraux ne sont plus jamais convoqués. C'est un glissement vers l'absolutisme royal. À partir du XVIIe siècle, sous Louis XIII et Louis XIV, le nombre de conseillers et de ministres augmente fortement et on a progressivement donc une concentration du pouvoir entre les mains de quelques grands personnages, quelques grands ministres. Par exemple, les
cardinaux ministres, d'abord le cardinal de Richelieu sous Louis XIII, puis à la mort de celui-ci, le cardinal Mazarin, qui va notamment être présent pendant toute la minorité de Louis XIV, et ensuite entre les mains de Louis XIV lui-même. On a une personnalisation du pouvoir et un absolutisme donc sous Louis XIV. Alors, cependant, cette organisation cohérente autour du roi permet de développer des politiques dans différents domaines. Une politique étrangère, par exemple de faire la guerre contre le Saint-Empereur et de s'imposer en Europe, ou bien une politique économique. Elle est visible, par exemple, avec l'un des principaux ministres de Louis XIV, Colbert, qui, à la fin du XVIIe siècle, entre 1665 et 1683, va imposer une politique qu'on appelle mercantiliste. Le but, c'est pour devenir la grande puissance économique européenne, faire entrer de l'or et de l'argent venant des Amériques ou d'Asie dans les caisses royales, et pour cela, il va confier à des entreprises privées l'ordre, la décision de faire venir cet or et cet argent dans le royaume de France. C'est le développement de ce qu'on appelle les compagnies de commerce. Alors parallèlement, il développe aussi une proto-industrie, il n'y a pas encore d'usine, mais dans les campagnes, on incite les Français à faire du textile ou à construire des petits objets artisanaux qui sont ensuite vendus. C'est le début d'une sorte d'industrialisation de la France. On a donc une politique cohérente. Alors pour faire appliquer cette politique, eh bien sûr, il faut des gens qui la font appliquer au niveau local. Et à l'époque moderne, je vous le disais en introduction, ce sont ceux qu'on appelle les officiers qui achètent leurs charges. Alors les officiers, c'est des officiers par exemple de justice, les prévôts, ou bien des officiers de police, la maréchaussée, les baillis, ou bien ce sont des officiers qui servent à prélever les impôts, qu'on appelle à l'époque les élus. Donc tout un tas de gens qui aujourd'hui existent encore, et même s'ils n'ont pas les mêmes noms qu'aujourd'hui. Alors ces officiers, leur nombre augmente d'abord fortement entre le XVIe et le XVIIe siècle, et puis ils ne sont pas choisis sur leurs compétences, du moins un petit peu au départ, mais progressivement de moins en moins. Le but, c'est aussi que ces offices rapportent de l'argent au domaine royal, qui est toujours ou très souvent en guerre et qui a donc besoin d'argent pour mener la guerre. À partir de 1604, le roi Henri IV décide de rendre ses charges héréditaires, elle l'était déjà un peu avant, mais à partir de 1604, il est très facile de transmettre à son fils une charge d'officier, grâce à l'édit de la Paulette. Et cela permet d'avoir une sorte de stabilité des offices. Alors cependant, le problème, c'est que les gens sont pas toujours compétents, puisqu'ils l'ont hérité de leurs parents. Et puis en plus, il y a peu de gens qui peuvent en acheter des nouveaux, des gens qui pourraient être compétents, il y a peu de mobilité sociale. Néanmoins, l'administration fonctionne et une fois de plus, est cohérente. Alors, il y a une chose qui est tout de même incohérente, c'est que cette administration, elle est obligée de faire face à une fragmentation culturelle du royaume de France. Et notamment au début du règne de François Ier, c'est pas facile de s'imposer dans un pays où il y a des dizaines de langues différentes qui se parlent, voire des centaines de patois locaux. Vous pourriez me dire, on parle français dans une partie de la France et breton en Bretagne, mais en fait, le breton du Morbihan n'est pas du tout le même que le breton du Finistère, et même au niveau local, il y a des variations assez importantes, ce qui fait qu'on ne se comprend pas parfois à 10 km. Donc, il faut rendre tout cela encore plus cohérent. C'est ce que va faire François Ier avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, dont l'article 111, extrêmement connu, impose le français comme langue nationale. Ainsi, la cohérence est aboutie. Progressivement, on a une unification donc linguistique du royaume de France et d'autres unifications vont progressivement s'imposer jusqu'à une unification notamment des poids, des mesures, etc. mais uniquement à la Révolution française en 1789, 90, 91. Alors pour faire fonctionner tout ça, il y a quand même une centralisation autour du roi qui se fait au niveau de la cour. Alors la cour, ce sont tous les gens qui entourent le roi. Au début du règne de François Ier, la cour est relativement limitée. Elle est aussi itinérante car le roi, de façon à imposer son pouvoir, se déplace pour être le plus visible possible de place royale en place royale. C'est pour ça que François Ier fait par exemple construire des châteaux autour de la Loire, comme le fameux château de Fontainebleau, ou qu'il en rénove d'autres, comme Chambord, par exemple. Mais cette inhérence va progressivement être de plus en plus limitée, d'abord pendant les guerres de religion à cause des troubles, et puis ensuite à partir du règne de Louis XIII, qui est d'un caractère peu voyageur, assez sédentaire, et son fils Louis XIV va aboutir à une sédentarisation totale du pouvoir au niveau de Versailles. Alors Versailles, c'est le miroir du prince, le miroir du roi Soleil.
Non seulement à l'intérieur de Versailles, on a une organisation sociale extrêmement codifiée. C'est célèbre, les courtisans ont tous une place particulière qu'ils peuvent perdre assez facilement et doivent assister à des rituels particuliers comme le lever du roi par exemple, ou le dîner du roi, et ils ne peuvent pas être en présence du roi à n'importe quel moment. Cette stratification sociale visible à la cour de Versailles est aussi visible dans l'architecture. Les jardins, tant de mythologie, sont là pour glorifier le souverain qui est une sorte de descendant des dieux de l'Antiquité. Tandis que le château lui-même, qui rappelle aussi l'ascendance divine du roi très catholique, est là pour glorifier ses faits d'armes et notamment son aspect guerrier. Le château de Versailles est donc une sorte d'écrin pour le roi, un roi soleil qui s'impose à l'ensemble de la France. C'est le symbole de l'absolutisme, mais Versailles est surtout le symbole de l'aboutissement d'un processus de construction gouvernementale et administrative qui a commencé un peu plus de 2 siècles auparavant avec le règne de François Ier. En conclusion, on peut donc dire qu'à la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, le royaume de France est devenu une puissance administrée, gouvernée par un roi absolu, et donc un État fondamentalement cohérent, moderne, qui pave la voie des États suivants. Les successeurs de Louis XIV, Louis XV puis Louis XVI, héritent donc d'un État qui fonctionne bien, qui est une grande puissance. Et même si la Révolution remet en cause un certain nombre de constructions royales, elle va en conserver une bonne partie pour créer notre État actuel. Bonne journée à tous.